Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Leuillet. Salut Guillaume, Salut Yann. merci à toi d'être présent aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir invité déjà. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Guillaume Leuillet, j'ai 36 ans. Je vais sur mes 37. J'ai j'ai une... Au niveau, tu veux dire perso sportif, au niveau de mon métier Les deux, de manière générale, et après, on va partir sur le sportif. Donc, tu peux embrayer après sur ce que tu fais, ce que tu pratiques, ton parcours, etc., professionnel. Mon parcours professionnel. Donc moi, je suis coach privé. Donc jamais été dans des structures, jamais été on va dire, d'entraînement, préparation physique professionnelle, tu vois. Je viens de STAPS. J'ai fait mon STAPS à Montpellier. Donc l'idée au départ, quand j'ai arrêté mon lycée, c'était je voulais être kiné. Et j'ai raté, tout simplement. J'ai fait la prépa, ça s'est pas fait comme j'espérais. J'avais peut-être pas la maturité aussi à ce moment-là pour le faire. Et l'idée, c'était de me dire, bon, bah, si je peux pas aider les gens à revenir de blessures, bah, je vais essayer de les aider à pas y aller. Et donc je me suis dit, ok, je vais aller en prépa physique. J'étais à Montpellier, ma compagne était à Montpellier. Donc je l'ai rejoint, j'ai fait STAPS là-bas pendant 3 ans, une licence. Dans, je sais plus les dates exactes, mais c'est entre 2010 et 2013, tu vois. Euh, de là-bas, j'ai fait un stage. Du coup, j'ai fait mon stage à CrossFit Montpellier. Donc, c'était vraiment les prémices du CrossFit. Et c'était vraiment une superbe école pour moi, puisque bah, tu as du monde qui vient, enfin du monde. Il n'y avait pas beaucoup de monde à l'époque, mais ça te permettait d'être sur le terrain, d'avoir énormément de gens qui passent finalement entre tes mains. C'était assez nouveau, donc c'est dur à dire, mais on avait le droit de faire peut-être plus d'erreurs à ce moment-là qu'aujourd'hui ou quand tu es dans une équipe professionnelle. Mm. Et à partir de là, je suis resté jusqu'en 2016 et j'ai quitté cette structure-là et je me suis lancé que tout seul, dans le privé. Ok. Et est-ce que de base, tu pratiquais certains sports? Qu'est-ce qui t'a motivé, on va dire, à partir en STAPS et à poursuivre dans le sport, dans l'entraînement, etc. Alors moi, j'ai commencé par du judo. J'ai fait du judo tout petit. Tu sais, souvent en France, c'est dans la culture, on met les enfants un peu qui chahutent beaucoup au judo, tu vois, pour les canaliser. Donc j'ai fait du judo de 5 à 15 ans. Euh, à 16 ans, j'ai découvert le rugby. Ok. Donc, je me suis mis au rugby. J'étais dans les Yvelines à ce moment-là. J'ai fait du rugby à 15. Euh, j'ai fait du rugby à 7 aussi beaucoup. En Nouvelle-Calédonie, parce que j'ai été en Nouvelle-Calédonie entre 2005 et 2008. Là-bas, j'ai fait pas mal de rugby à 7. Et pendant mes études STAPS, j'ai fait du rugby à 13 à Montpellier. Donc ça, voilà, je dirais de 2000... j'ai plus les dates. Mais en gros, de mes 16 ans à mes 24 ans, j'ai fait du rugby. Je me suis fait 2 fois les croisés. Donc la première fois à gauche et la deuxième fois à droite. Et après la deuxième fois, bah, j'ai arrêté à ce moment-là. Ok. Et dans la période où je faisais du CrossFit, où je me suis mis, juste après le rugby, je me suis mis dans le CrossFit. Tu sais, t'as pas trop de sport co, j'avais plus de... Donc je me suis mis à fond là-dedans pendant quelques années. Puis après, j'ai switché sur autre chose. Je me suis mis beaucoup dans l'endurance, dans le long, dans le triathlon, dans l'ultra distance en natation même pour essayer. Et après, je me suis mis au jiu-jitsu. Ça, c'est récent, ça fait 2 ans, jiu-jitsu brésilien. Ok. Donc ça, Et cours sportif, tu vois. Et STAPS, comme je te disais, je me suis blessé au rugby, mes croisés. Et pendant ma réduc, j'ai croisé vraiment un kiné. Il m'avait vraiment marqué. J'étais jeune, c'était aussi un rugbyman. Il m'a super bien rééduqué. Et je me suis dit, waouh, j'étais au lycée. Là, c'est ça que je veux faire. Et après avoir échoué, voilà, comme je te disais, je me suis dit, ok, je peux pas, comment dire, réparer, aider les athlètes à revenir à leur sport de prédilection, à revenir à leur niveau, etc. Donc, je vais essayer de me mettre dans la chaîne juste avant, tu vois. Donc, c'était mon cheminement et Montpellier, c'était juste parce que bah, ma compagne a été là. d'accord. Sur Instagram, quand on est sur ta page, il y a ton nom, il y a ton prénom.
et en dessous, c'est écrit réparateur physique. Est-ce que Ouais. tu as oublié le P? Est-ce que tu as oublié le P ou alors c'est volontaire et qu'est-ce que Non, ça non, signifie pour toi, réparateur physique? Euh, quand j'avais une structure où je faisais pas mal de, on va dire, de small group, tu sais, j'avais 3, 4 personnes en même temps et je les entraînais. Et quand j'ai arrêté ça et que je me suis mis au coaching personnalisé, vraiment en one-to-one, tu vois, c'est, je me suis mis dans un poste ou comment dire, dans une niche. Comment je peux te dire ça? Si tu veux, j'ai vu pas mal de personnes qui se blessaient, d'accord, ou qui ont une blessure, et ils ne trouvaient pas la solution. Ils pouvaient aller voir l'ostéo, ils pouvaient voir le kiné, etc. Et quand tu n'as pas de solution, tu ne sais pas vers qui te tourner, et du coup, ils venaient vers moi. C'est aussi simple que ça. Et en prenant cette place-là de dernière chance, ça te permet aussi de, euh, comment dire, au départ expérimenter et justement tester, parce que les gens, ils sont prêts à faire des choses qui sont un petit peu en dehors des clous pour se réparer. Et j'ai eu pas mal de succès là-dedans. Moi, ça m'a intéressé énormément, si tu veux, parce qu'à chaque fois, tu as quelqu'un qui venait avec une problématique, euh, avec cette problématique-là, et toi, tu dois trouver une solution. Et ça, et là, trouver la solution, ça englobe tellement de paramètres que ça rend le Ouais. truc hyper compliqué. Et c'est à mi-chemin entre. Je suis pas kiné parce que généralement, quand les gens se blessaient, ils sortaient comment dire, d'opérations. C'était d'abord le kiné, ça c'est sûr. Mais mine de rien, il y a, en tout cas dans l'amateur, hein, parce que n'oublie pas que moi je suis pas dans la prépa physique de haut niveau, mais quelqu'un qui fait de l'escalade ou du rugby, même à un niveau amateur, il se blesse, il va chez le kiné et généralement le kiné local de sa ville, il lui permet de revenir à un niveau qui est de vivre sa vie de tous les jours sans douleur. Mais là, repartir du kiné à 100% sur le terrain ou 100% en escalade ou 100% sur le tennis, bah là, il y a un petit no man's land, tu vois. Et moi, j'ai essayé d'intervenir à cet endroit-là. Et ça s'est fait en fait malgré moi presque. Et du coup, c'est un peu de la réathlétisation ou Mais après, c'est de la réathlétisation, mais maintenant, quand tu as quelqu'un qui vient, qui a mal, mais elle ne sait pas pourquoi. Parce que j'ai aussi des sédentaires. Donc, tu vois, quand quelqu'un vient, tu as une personne qui te dit qu'elle est souffrante. Et là, tu commences à faire Sherlock Holmes parce que si elle a mal au trapèze, il n'y a rien qui y fait, les massages, etc. Mais elle n'a pas eu d'accident, elle ne fait pas de sport de contact et elle ne fait pas de sport. Voilà, tu dois chercher d'où ça vient. Et tu dois trouver une solution pour le régler. Et des fois, elle a ce que tu appelles ça de la réathlétisation, tu vois. Je suis- mais est-ce que parce que du coup ça peut englober tellement de choses comme tu l'as dit, ça peut être du psychologique, du physique, ça peut être vraiment plein de choses de l'émotionnel. euh, ou émotionnelles. Combien de temps ça te prend en moyenne? Parce que j'imagine que tu vas tester des choses. Est-ce que des fois ça te prend je sais pas 2 semaines, 3 semaines? Est-ce que des fois tu trouves pas? Comment entre guillemets tu dis ça à la personne que tu as en face de toi? Bah déjà, il y a pas, tu peux pas. Il y a, c'est sûr que je peux pas donner de temps. Ça, c'est évident. Parce qu'entre une personne, par exemple, imagine, tu as quelqu'un qui vient, déjà, tu prends le contexte. Tu es obligé de prendre le contexte, c'est-à-dire qui c'est quoi son vécu, c'est quoi ses sports quand ils étaient enfants, dans son contexte familial, dans tout. Tu essaies de choper vraiment sa vie, son émotionnel et tout. Ensuite, il y a une problématique qui sort, et de cette problématique-là, toi, tu fais une hypothèse. Tu as une hypothèse. Plus tu as d'expérience, plus l'hypothèse, bah, des fois, tu es sûr de toi, et des fois, ça reste une hypothèse. Ensuite, on passe à l'action. Maintenant, l'action, bah, généralement, elle est avec toi, cette personne, une fois, 2 fois, 3 fois par semaine, ça dépend, et ça dépend de son budget. Et quand tu lui donnes du coup des exercices à faire chez elle, est-ce qu'elle les fait? Est-ce qu'elle va les faire 2, 3 fois par jour, comme c'est nécessaire des fois au départ, pendant 20 minutes, ou bah, c'est par-dessus la jambe? Donc déjà, au niveau du temps que ça prend, bah, c'est difficile à dire. Ensuite, est-ce que c'est une blessure qui est euh, profonde, chronique, ou est-ce que c'est une petite gêne? Tu vois, ça m'est arrivé un mal de dos, de le régler en 15 minutes. Et des fois, c'est juste mécanique, tu vois. Ouais.
Dire combien de temps ça prend, ça je le dis pas en fait. Enfin, je le dis pas, je fais pas, je vends pas du rêve, ça c'est sûr. Tu vas faire ce boulot-là. Ce qui est sûr, c'est que dès que tu choisis, dès que tu es dans la bonne direction, tu as du changement très rapidement, de l'amélioration très rapidement, tu vois. Mm. J'ai vu à chaque fois. Si tu te tapes la tête contre le mur pendant 3 semaines, c'est que c'est pas la bonne direction, même tu le sais largement avant. Par contre, déjà au bout d'une, deux, trois séances, les gens ils le sentent, il y a vraiment ils te le disent en fait, de même, ils font ah la vache, j'ai remarqué ça. Ok. Donc toi tu continues d'avancer dans cette direction-là. Est-ce que des fois, tu t'es... Parce que du coup, tu as le feedback de la personne, mais des fois, ça peut être peut-être l'effet placebo. Je viens voir quelqu'un, il me fait quelque chose de différent, t'y crois. Est-ce que tu as déjà eu à faire, tu penses, à ce genre de situation? Mais ça, l'effet placebo, il est tout le temps. Ouais, je sais, mais des fois, il Tout le peut temps, et il y a prendre le dessus, des fois. ouais, mais ça, on s'en fiche en fait, parce qu'à partir du moment où la personne elle a elle a le résultat voulu. Savoir d'où ça vient, on s'en bat les steaks. Imagine, je sais pas, tu prends un athlète de rugby et tu lui fais faire de l'hypertrophie de fou, ça va peut-être, à part le protéger, ça va peut-être pas lui servir à grand-chose au rugby, mais s'il se sent mieux, c'est l'effet placebo. Tu vois, tu peux dire, regarde, j'ai eu un triathlète pendant un moment qui vient me voir parce qu'il avait un pépin à l'épaule et il pouvait plus nager. Bon, quand tu fais du triathlon, que tu peux plus nager, c'est un peu galère. Euh, je m'occupe de son épaule, où c'est pas guéri, mais en tout cas, il peut renager. Donc, c'est pas à 100%, mais du coup, il avait du job et c'était vraiment sur le long terme. Il peut renager sans douleur. Et du coup, il me dit, ouais, maintenant, tu vois, le vélo, c'est mon gros point faible. Je dis, bon, ok. Il me fait, est-ce qu'on peut entraîner ça? Donc là, j'ai enlevé réparateur physique et on s'est mis plus dans le préparateur physique, tu vois. Euh, on a fait pas mal de renforcement de jambes, parce que c'est un triathlète amateur et qui fait aucun renfort. Et quelques séances, on va dire un petit cycle, mais je veux dire presque ridicule en termes de force au niveau des jambes, boum, il a débloqué au niveau du cyclisme. Et il est passé de, c'est son point faible à, au niveau de sa région, il perd fort. Maintenant, moi, tu me dis honnêtement, hein, d'un point de vue préparateur physique, est-ce qu'il y a une grosse différence de passer son squat de 40 kilos à 60? Peut-être, mais en tout cas, le niveau placebo, lui, il le fait travailler spécifiquement sur cette partie-là. Donc, le résultat, il est là. Il se sent super bien. Toi, tu as plus de connaissances, tu n'es pas obligé de lui dire ni quoi que ce soit. Euh, tu avais une certitude que ça pouvait l'aider. Tu y crois, et lui, il y croit. Parce qu'en fait, finalement, tu te rends compte aussi que l'intention derrière, ça fait tout. L'intention de la personne qui fait l'exercice, l'intention de tu te soignes, tu prends ce médicament-là et tu as l'impression, enfin, tu pas l'impression, tu es sûr de toi que ça va faire quelque chose, bah, ça a beaucoup plus d'effet. Maintenant, c'est à toi d'être convaincant aussi dans l'approche. Évidemment. Ouais. Euh, Tu voulais rajouter quelque chose? Non, l'intention, que tu le prennes en préparation physique, j'appelle ça en réparation physique, mais en kiné, ça touche finalement d'abord au relationnel, c'est-à-dire est-ce que tu connectes bien avec la personne et est-ce qu'elle est, comment je peux te dire ça? Il faut qu'elle y croit. Je me souviens quand j'étais en stage, justement, on avait eu un cours magistral avec Romain Barras. Je ne sais pas si tu vois qui c'est Romain Barras, un décathlon Non. avant Kevin Meyer. Un très très bon décathlonien français, c'était le meilleur français à l'époque, européen même. Et il nous fait un cours magistral et tiens, je ne me souviens pas de grand-chose à la fac, mais ce cours-là, je m'en souviens particulièrement parce qu'il avait dit un, un athlète avec le meilleur programme du monde, mais il y croit qu'à 50%, aura moins d'effet qu'un programme merdique auquel tu y crois à 100%. Il nous avait dit quelque chose dans cette teneur-là, tu vois. Et que tu prennes la prépa physique, la réparation, le kiné ou l'ostéo, tu vas chez l'ostéo et tu es persuadé que le mec, il va rien te faire, il te fera rien. Maintenant, tu te laisses complètement embarquer sur la séance ostéopathique. Ça fait des miracles. Je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. Si, si, je suis complètement d'accord. Je pense que si, même dans notre pratique perso ou dans ce qu'on va programmer pour des sportifs, c'est vrai que, t'imagines, tu leur mets un travail d'explosivité, tu leur mets un exercice le plus spécifique, le plus, tout ce que tu veux, le meilleur pour lui.
s'il met pas l'intention de vitesse max, il n'aura pas les gains espérés derrière l'exercice. Alors que si tu lui mets un exercice, je sais pas, bateau, ou c'est pas le meilleur, mais par contre, il le fait à 100%, bah, sur un travail d'explosivité, par exemple, bah, il aura des gains sur celui où il a mis l'intention qu'il fallait. Donc, à partir de là, oui, moi, je suis complètement d'accord avec ça aussi, ouais. Et tu vois, si ça marche sur l'explosivité, ça marche sur la force, ça marche sur la relaxation. Combien t'en as, par exemple, qui font du stretching, tu vois, old school ou de la mobilité, tu peux appeler ça n'importe comment, et qui n'ont pas l'intention d'être relâchés, tu vois? C'est pour ça que Ouais. yoga, on met de la musique douce et on met pas du heavy metal quand tu fais du yoga, parce que ça, ça percute un peu le truc, tu vois. Mm. L'intention derrière, ça décide de tout. Tu sais, tu penses à Arnold Schwarzenegger quand il était au sommet de sa gloire. Il racontait que quand il faisait les biceps, il imaginait son biceps exploser, grossir, prendre toute la pièce, tu vois. Toute l'intention que tu peux mettre dans une seule zone. Mm. Donc, peu importe l'activité que tu as. Mais maintenant, la personne, pour qu'elle ait cette intention-là, je pense que c'est l'un des rôles des préparateurs physiques ou performance, c'est de l'emmener et l'accompagner à y croire vraiment. Maintenant, le truc, je pense que tu peux l'avoir aussi, là où ça, si tu as plus, comment je peux dire ça? Euh, Si tu as plus envie que la personne y arrive ou se soigne que elle, ça marche jamais. Je suis d'accord aussi. Il faut y croire quand même, mais si la personne, elle y croit pas, c'est que soit on a mal transmis son message, soit des fois, tout simplement, le coach et l'athlète n'ont pas très bien connecté. On peut pas matcher, entre guillemets, avec tout le monde. Donc peut-être que quelqu'un d'autre qui va lui dire la même chose, mais avec sa personnalité, ça va plus matcher, il sera plus réceptif et derrière, il fera ce qui est demandé à 100%, tu vois. Non, exactement. Tu sais, on appelle ça cocher la case. Il y en a plein qui vont s'entraîner et juste ils cochent la case. Ah, j'ai fait la séance, c'est bon, j'aurai les bénéfices. Si tu n'as pas le système nerveux et ton intention qui est drivé à 100% dans ce que tu fais, ça, c'est moins efficace. Mm. Et ça se voit, hein. Moi, actuellement, je vois certains sportifs, alors que c'est pas moi qui m'en charge, mais je les vois faire la séance et il y a pas d'intention derrière. Tu vois vraiment, bon, je suis là, je fais mon exercice, paf, je passe au suivant, je pars, j'ai terminé. Et tu te dis, bon, ok, est-ce que dans 6 mois, il sera passé d'un point A à un point B? Bah, pas sûr. Non. Et là, la question, c'est est-ce que c'est la faute de l'athlète ou est-ce que c'est la tienne? Parce que euh, est-ce que ta séance le stimule assez? Est-ce que la relation, elle est assez solide pour justement avoir ce genre de relation et te dire, bah, ouais, là, Guillaume, je ne sens pas trop ce qu'on fait, etc. Mais toi, tu le vois en fait, parce que tu as tellement l'habitude. Du coup, est-ce que tu changerais pas euh, la séance, le cycle, ou rien que parler même de l'objectif? Parce que des fois, tu peux avoir ce manque d'attention sur une séance, sur une semaine, et ça revient tout de suite, et tu te dis, OK, c'est peut-être ce qui se passe à côté dans sa vie de tous les jours. Ou tu vas avoir ça qui va durer un petit peu plus longtemps, et là, il y a une conversation à avoir. Mais là, la responsabilité en tant que préparateur physique, ça va être, est-ce que la séance, elle est adaptée aussi à son profil? Parce que même si tu travailles, on va dire, j'en sais rien, la force, pour faire simple, tu as certaines personnes qui vont être drivées par le fait de gagner, par l'intensité, par le fait de battre le record précédent. T'en as, ils vont être drivés plus par si jamais tu refais 2 fois la même séance ou 3 fois la même séance, tu les as perdus. Et t'en as justement, si jamais tu changes et que tu mets un peu trop de variété, tu les as perdus. Et donc, comment tu gères ça après? Et c'est compliqué, tu vois, à la limite, quand t'as des petits groupes ou quand tu es en coaching individuel, etc., c'est plus simple, surtout si c'est la personne qui est venue vers toi, tu la connais, etc. Par exemple, moi, dans mon cas, avec un centre de formation, bah, t'as pas juste deux ou trois joueurs, sauf cas exceptionnel, mais en général, des fois, j'ai entre 10, 15, donc, ouais, 10, 15 voire plus, de joueurs. Donc, à partir de ce moment-là, tu fais des sous-groupes et tu peux pas faire un programme pour chacun, etc. Sinon, tu t'en sors plus. Et même,
j'avais interviewé Romain Guérin, il disait que l'individualisation, là, il trouvait que tu perdais la dynamique de la séance, dans le sens où tu as chacun son programme, et ça fonctionne pas parce qu'il n'y a pas l'énergie qu'il y a quand il y a que un programme qui correspond, comme il disait, à 80% des athlètes. Donc voilà, je pense que Ouais, non, c'est... d'accord. Parce que on en revient presque à ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de l'intention, c'est si tu as toute une équipe qui est drivée par ta séance et qui le fait à 100%, ils auront toujours plus de résultats que s'ils ont chacun leur programme ultra spécifique, mais ils le font dans leur coin. Ça ne matche pas, il y a pas l'énergie dans le truc, ça je suis entièrement d'accord. Mm. Alors, c'est mon avantage, c'est que je fais une personne par une personne, des fois deux ou trois, mais c'est, on va dire, quasiment tout le temps une personne. Là, je peux spécifier comme j'ai envie. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. Ouais, bien sûr, c'est dépendant du contexte à chaque fois, en fait. Donc, c'est pas... Si toi, tu commences à mettre un truc général et moi un truc spécifique, tu vois, ça matche pas. Donc, Non, clairement. Mais dans tes sous-groupes, tu as moyen d'utiliser ça euh, déjà au niveau. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce que faisait Christian Thibaudeau au niveau du neurotyping ouais, si, Il avait pris j'en ai déjà entendu parler. Ouais. de Poliquin, tu vois. Je Mm. crois qu'il vient des comment il s'appelle? Docteur Braverman, quelque chose comme ça. Ou mine de rien, enfin, je ne sais pas si toi, tu l'as déjà expérimenté, mais c'est fou comment c'est juste. Peut-être que tu peux pas t'en rendre compte quand tu as un gros groupe directement et tu en as 15, puisque forcément, faut avoir, comment dire, une relation vraiment poussée avec la personne pour le sentir. Mais du coup, tu es capable vraiment de définir ce qu'il a, presque son caractère, tu vois, Mm. son caractère, est-ce qu'elle va aimer. Et là, c'est beaucoup plus facile. Et forcément, tu as comme des sous-groupes. Mais bon, si tu mets ces sous-groupes-là et puis que en même temps, tu en as qui sont blessés, tu en as qui jouent la semaine prochaine et tu en as qui jouent pas, c'est un casse-tête sans nom. Un casse-tête. Ouais. Non, j'ai pas encore eu l'occasion d'expérimenter en fonction des caractères de chacun, etc. Mais bon, grosso modo, tu vois, j'ai deux sous-groupes avec deux objectifs différents en fonction du contexte, du sport, etc. Et à partir de là, j'ai mes deux groupes. Et après, je fais des sous-groupes pour avoir des rotations parce que l'organisation de la salle fait que je peux pas mettre deux groupes pareils, on va dire, sur le même exercice. Sinon, bah, t'en as six sur un exercice et bah, ça tourne pas bien, en fait. Donc, j'ai toute une organisation derrière, mais c'est vrai que les neurotypes, là, ça peut être intéressant de mettre en place, mais Alors après, moi, je l'utilise parce que tu peux faire des questionnaires et savoir exactement qui est quoi. Moi, ça me donne juste des guides, tu vois, hmm, et, euh, et répondre à certaines problématiques comment je peux dire ça, d'engagement. Non, c'est pas d'engagement, c'est plus de, de suivre un système d'entraînement, de suivre un cycle, tu vois. Même si ça, c'est tellement de dire, tu te blesses, tu as un nouveau-né, donc tu peux pas dormir, tout ce que tu avais prévu sur papier, de toute façon, ça part à la poubelle. ah bah oui, de toute façon, tôt ou tard, faut s'adapter, donc c'est compliqué des fois. Non, c'est sûr. En plus, toi, peut-être dans le baseball, tu as l'entraîneur, il vient, ou le handball que tu fais là, et bah, comme disait Ben, justement, tu as prévu une séance aux petits oignons, c'est au taquet, et puis il dit, bon, bah, t'as pas une heure, tu as 30 minutes. Exactement. Bah, tout débrouille. Tu te débrouilles. Tout débrouille. Et tu vois, toutes ces petits paramètres-là font que j'adore le privé. Parce que tu décides du temps. Finalement, là, il n'y a personne au-dessus de toi qui te dit, t'as que ce temps-là, t'as que ce temps, t'as que ça à louer. Euh, Tu dois forcément bricoler parce que des fois, il y a des choses que tu as envie de mettre en place et tu n'as pas le matériel pour ou la personne, elle n'est pas capable de faire ce type de mouvement ou d'exercice. Mais, euh, mais déjà, au niveau euh, incertitude, tu le limites quand même pas mal. C'est vrai. Tu vois d'autres avantages à travailler dans le privé plutôt que dans le public, on va dire, avec des équipes ou, comme tu as dit, où tu dépends de d'autres facteurs aussi. Est-ce que je vois d'autres avantages? Bah après, vu que j'ai jamais vraiment, dire seulement quand j'étais en STAPS, j'avais bossé un petit peu avec l'équipe de rugby à 13 de Montpellier, mais
en amateur, on n'avait pas de matériel, on faisait que de la prépa physique sur terrain, tu vois. Donc cette Hmm. expérience-là, je l'ai pas. Donc dire ce que je suppose, mais Ouais, ce que tu supposes, moi aussi, ouais. ce que je suppose. Déjà, la liberté, ça c'est la liberté. Pas mine de rien, t'as personne au-dessus de toi. Ouais, ben, là, je pourrais presque te donner un contre-exemple dans mon cas, en tout cas. Moi, sur la préparation physique du centre de formation, par exemple, quand je suis arrivé, du coup, j'ai échangé avec le prépa des pros, celui qui était là avant moi, etc. Mais après, actuellement, j'ai carte blanche et j'ai personne qui me dit tu dois faire ça, tu dois faire ça. Tu vois? Après, avec une équipe pro, c'est différent parce qu'ils jouent le week-end, etc. Moi, c'est des jeunes adultes, on va dire, en développement. Mais du Mhm. coup, j'ai carte blanche et je le fais comme, euh, comme je le sens. Est-ce que ta carte Et blanche au niveau du nombre de tes séances? non. Ah, Ah déjà. oui, ok. Ok. Est-ce qu'au niveau de la durée, ta carte blanche? Ah, non, pas. Ok. Tu vois, Non. tu as des tas de choses que tu Sur peux. le contenu. Sur le contenu, alors. Je dirais sur le contenu. Juste sur le contenu. Ouais, mais ouais, ok, j'avoue. Oui, mais Ouais, après, j'ai pas. mais je suppose que même quand tu es préparateur physique dans un club, je suppose que chacun finalement a son rôle et t'as pas peut-être le coach principal qui vient et te dit je veux que tu fasses ça, ça, ça. Tu vois, aujourd'hui, je veux que tu travailles la force. Je pense que c'est à toi enfin, je suppose, qui doit te déléguer cette partie-là et toi, tu gères ce que tu as envie de travailler avec tes athlètes à ce moment-là. Ouais, ouais, c'est vrai. Je vais. Alors, du coup, ouais, si je reformule, on va dire j'ai 4 séances qui sont imposées. Les horaires sont imposés aussi. Parce que ça dépend de leur emploi du temps, de leurs entraînements de handball après, etc. Mais après, moi, je suis libre sur le contenu de séance, tu vois. Hmm. Et sur ce que je vais mettre, si j'ai envie de mettre des choses en place, etc. Dans la mesure du possible, je suis libre. Mais du coup, ouais, c'est vrai, sur les horaires, j'ai pas cette liberté Après, tu peux dire que moi, je ne l'ai pas non plus parce que la personne, c'est en fonction de son budget aussi. aussi. Ouais. Mais tu vois, il n'y a pas de mieux ou moins bien. C'est juste, à mon avis, tu gagnes énormément en spécificité et tu Ouais. perds, pour moi, tu perds énormément dans l'énergie, dans le groupe. C'est-à-dire que l'effet de groupe, il est vraiment fort et tu peux vraiment accomplir des sacrées choses et ça compense, à mon sens, le manque de spécificité. Ouais, c'est possible. Dans le cas où tout le monde est nickel. Maintenant, si tu en as un qui est blessé dedans, lui, ça compense pas du tout. Et c'est grave. Ouais, 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 c'est vrai. Et ouais, même tu le vois dans les séances où toi, tu peux pas être partout avec les joueurs, tu peux pas être à corriger derrière ou à motiver tel athlète sur sa série. Mais quand à l'autre bout de la salle, après, t'entends un mec qui gueule sur un autre pour qu'il pousse sa série, tu vois. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien, tu vois, ça me met de l'énergie. Et puis, je pense, même les autres, du coup, inconsciemment, ils se disent, bon, bah, faut que je fasse le taf, tu vois. Mm. Si tu as des mecs qui se donnent à fond autour de toi, je pense inconsciemment, tu fais la même chose, tu vois. Clairement. Non, je suis d'accord avec toi. Comment ça se passe, toi, sur le suivi de tes athlètes? Est-ce que tu mets en place des outils? Est-ce que tu mets je sais pas, des routines en place, etc. Comment tu suis dire, la progression, etc. des sportifs que tu entraînes? Que j'entraîne? Bah, tout dépend de la problématique pour laquelle ils viennent me voir. Tu vois, est-ce que c'est du développement physique? Est-ce que c'est de la réparation? Mais ce que je faisais en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'ils venaient me voir. On avait un nombre de séances où on se voyait qui était d'un commun accord en fonction plus de leur budget, pour être honnête. Et à partir de là, on se voyait et je leur donnais des exercices à faire. Maintenant, la complexité, le volume des exercices qu'ils avaient à faire, alors soit c'est des exercices pour se réparer, soit c'était des exercices on va dire, ouais, presque de prépa physique qu'ils peuvent faire sans moi. Et on se revoyait chaque semaine, tu vois. Ça, c'est comment je le faisais. Maintenant, les outils, bah, c'est tout ce que je peux. C'est-à-dire, c'est sans limite même ce que tu peux utiliser. C'est quelqu'un qui s'est blessé à la cheville. Ok, qu'est-ce que je vais utiliser là? Et donc, tu regardes et tu te dis, ok, qui est solide au niveau de l'entraînement, au niveau des pieds, des chevilles, des orteils. Je potasse à fond dans ça. Si possible, si ça m'est déjà arrivé, eh ben, je l'ai déjà utilisé sur moi parce que j'en ai besoin. Et,
Et donc, je monte les mouvements, on les fait ensemble, et ensuite, il les reproduit. Ok. Et ça rend- Et un Oui. outil de suivi. En suivi, j'entendais plus, par exemple, tu commences le jour J avec un athlète, Ouais. tu as ton poids de départ, tu as mis en place certains exos, qui fait, on va prendre l'exemple du développement, pas de la réparation, tu vois. Ok. Et du coup, tu veux l'emmener d'un point A à un point B. Il a fait tel exercice, tu répètes ou non ces exercices-là. Comment tu vois sa progression? Comment tu induis sa progression? Est-ce que tu vas mettre en place, je sais pas, un carnet d'entraînement, des outils numériques pour qu'il rentre ses valeurs ou même des trucs sur l'état de forme? Je sais pas, est-ce que tu mets en place des outils, par outil, j'entends, je sais pas, un truc tout bête, est-ce que tu as un fichier Excel qui doit remplir chaque jour? Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Bah si, ça le suivi, je le fais sur ordinateur, c'est-à-dire que toutes les séances que je fais avec eux, elle est préparée. Et tout ce qu'ils font de leur côté, ils me l'envoient. Et puis chaque semaine, moi, j'établis ça. Il y a un suivi bah, comme n'importe quoi. De toute façon, ce que tu mesures pas, tu peux pas savoir si tu progresses ou pas. Tu vois, c'est un peu un tir dans le vent. Tu es obligé en fonction de ce qu'ils te demandent, tu as un point de départ, tu fais ton suivi avec. Et tu vois, c'est hyper large. C'est-à-dire au niveau d'outils, il y a un suivi. Qu'est-ce que je peux te dire? Je sais pas ce que je peux te dire d'autre. Je sais pas, euh, je sais pas comment reformuler. Si en soi, tu as répondu, mais voilà, est-ce que tu aurais un exemple à nous donner de comment tu fonctionnes avec un sportif? Euh, comment je fonctionne avec un sportif? Déjà, plus ça va, moins j'ai de séances préparées. Quand je Ok. dis séances préparées, c'est-à-dire, tu vois, OK, on va faire. Parce qu'en fait, si tu veux, je le faisais. Et quand la personne arrive, souvent, tu es obligé de t'adapter tout de suite. Dans quel état d'esprit la personne, elle arrive dans la séance? Est-ce qu'elle a envie de tout déchirer? Est-ce que la journée au boulot, ça s'est super bien passé et elle est vraiment déjà dans un good mood? Est-ce que son bébé n'a pas dormi de la nuit et il est fatigué ou elle est fatiguée? Donc, quand la personne arrive, toi, tu prévois un truc sur le papier, tu dis, OK, là, la suite, c'est ça. Et là, tout de suite, ça part à la poubelle. Donc, j'ai remarqué, ça c'est vraiment à titre personnel, que quand je préparais une séance, même si je l'adaptais, j'ai toujours adapté quoi qu'il arrive, mais le fait de l'avoir, euh, comment je peux te dire ça, vraiment préparé de manière spécifique, je sortais moins de ce cadre-là et je m'enfermais quand même dans la séance que j'avais préparée. Tu vois, je pouvais par exemple, la personne, elle vient et, euh, et elle est fatiguée. Mais j'en sais rien, j'avais prévu des fentes, imagine. J'avais prévu des fentes, travail de force, assez lourd. En préparant la séance, j'aurais généralement genre coupé le volume ou baissé le- l'intensité de l'exercice. Je me dis, OK, on le fait quand même, mais on adapte un peu avec sa fatigue du jour. Plus j'avançais dans l'expérience, plus en fait je changeais complètement. C'est-à-dire que c'était la séance en elle-même même que je changeais. Ça m'est arrivé d'avoir quelqu'un qui venait, par exemple, et 2-3 minutes après le début de l'exercice, de la séance plutôt, OK, on s'est posé, on a fait 1 heure de respiration. Des fois, ça m'est même arrivé, un nombre incalculable de fois, où la personne, elle vient, mais même à sa manière de bouger, elle descend de la voiture, elle vient jusqu'à la salle, tu te dis, OK, ça va pas. Tu dis, t'échanges 2-3 mots, et là, tu fais, OK, aujourd'hui, on va prendre un café. Et on reste à la salle et on prend juste un café. Tu vois, ce genre de choses, et ça, je l'ai eu au fur et à mesure du temps. Et au départ, quand je prévoyais une session, j'étais moins à l'écoute de ça. Donc, le suivi, je sais pas si ça répond à ta question, tu as un énorme feeling à avoir. Donc, ouais, je sais pas quoi te dire d'autre. Le suivi, il va être au ressenti, il va être maintenant, est-ce que tu es dans la bonne direction? C'est-à-dire, c'est sûr que si à chaque fois qu'elle vient, la personne, tu prends un café, il va rien se passer, tu vois. Mhm. Et la séance que tu fais, la séance que tu vas faire, enfin, la prochaine heure ou l'heure et demie, ça dépend combien de temps tu fais, ça doit être à ce moment-là la meilleure utilisation de son temps. Et si elle arrive dans un état pas possible, je dis elle parce que ça arrivait souvent avec les femmes et je coachais beaucoup les femmes. Des fois, juste faire de la respiration, faire de la mobilité ou faire juste prendre un café, c'était la meilleure utilisation de ce temps-là parce qu'ils reviennent, mais reboostés comme jamais.
Tu prends le temps d'échanger, de communiquer avec la personne, tu vois. Et ensuite, pouf, ça relance. Et c'est comme si presque tu n'avais rien sauté. Et des fois, là, faire cette séance-là de force, de ce que tu avais prévu, où tu restes dans ton nombre d'exercices, parce que tu veux pas péter ton cycle, toi, tu avais prévu un truc sur 3 mois. Enfin, voilà. Ok, je vois, c'est intéressant, mais ça me... Comment dire? Par exemple, tu vois ton sportif, il arrive, mais je sais plus avec qui j'en ai parlé en podcast. Je crois que c'était avec Rudy Koya, si tu vois qui c'est. Et il m'avait dit, on n'arrive jamais à 100% de sa forme à un entraînement. Enfin, on est rarement toujours en pleine forme. Donc, du coup, je pense, à moins que vraiment la personne elle est vraiment pas dans le bon mood, vraiment pire que d'habitude, bon, bah, j'adapte, je fais un truc complètement différent, je vais boire un café comme tu l'as dit. Mais quand tu as des personnes qui arrivent, bon, bah, elle est fatiguée. Moi, je vais donner un exemple à titre personnel. Des fois, ça m'arrivait d'être vraiment très fatigué. Je fais quand même ma séance et je sais pas, je mets une bonne musique ou j'arrive au fur et à mesure de la séance, à me mettre dans une certaine énergie. Des fois, ça m'arrive de sortir des super séances alors que de base, j'étais claqué, j'avais pas bien dormi. Est-ce que ça t'est pas arrivé des fois ok, la personne, elle arrive, elle est pas bien, j'ai ma séance de prévu, je pense que ça serait bien de la faire, mais du coup, je vais peut-être prendre plus de temps sur mon warm-up, je vais mettre en place certains exercices, je sais pas, activation neuro, etc., pour essayer de la mettre dans une certaine énergie et par la suite faire une bonne partie de ce que j'ai prévu. Si, Tu vois si, ce je que je suis veux dire? avec toi. Si, si, c'est ça. Parce que ces décisions-là, tu les prends pas forcément dès le départ, comme tu dis, et l'échauffement, il sert à ça pour moi. Ouais, on est d'accord là-dessus. Ça, tu vois, il sert de sas entre ce que tu as fait avant et le corps de ta séance. Est-ce que tu arrives à te mettre au niveau émotionnel et mental et énergie, au niveau de l'énergie, de ce que va demander ta séance? Maintenant, comme tu dis, tu as la personne, tu arrives, tu es un peu malade, tu fais ton échauffement et fou, finalement, ça va. Tu le fais quand même et ça se passe super bien. Et des fois, l'échauffement, ça peut être une catastrophe. Mais oui, l'échauffement pour moi, il sert clairement à ça. C'est Il peut durer que 2 minutes, comme il peut durer 20 minutes. Mais est-ce que, est-ce que justement, oui, je me sers clairement de l'échauffement, comme tu l'as dit, comme toi, pour essayer de mettre la personne dans le bon état d'esprit pour faire ce qui suit. Ouais. Ok. Ouais, 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 mais je pense peut-être qu'on l'oublie. Des fois, on fait échauffement. Bon, bah, t'as ta routine à faire. Mais bon, bah, du coup, c'est important, hein. Je pense que c'est important d'avoir des routines où on s'active, etc. Mais c'est vrai que, avec un groupe, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que de voir dans quel état est la personne, comment elle évolue au fil de l'échauffement, bah, du coup, par la suite, on peut mieux adapter, quoi, si besoin. Mm. Et des fois, ça demande juste aussi à enlever l'échauffement. Tu arrives et la C'est-à-dire, personne, j'en sais rien, imagine, tu fais faire du squat, et on arrive et c'est parti pour le squat. Et ce choc que ça, tu vois, rien que le fait de changer quelque chose, eh ben, ça la met ça met l'athlète dans une situation inhabituelle qui fait qu'elle va être présente de suite. ça dépend ce qu'elle a fait avant. Tu vois, si, bon, bah, je vais dire une connerie, je sais pas, elle a fait telle activité avant. Bon, elle est échauffée, tu vois, elle a été activée. Ou alors, si le matin, il est 8 heures, hop, on envoie du squat. Ouais, ouais. En fait, ça dépend du contexte, quoi, de ce qu'elle a fait avant, etc. Mm. Mais tu vois, c'est, c'est un outil que toi, tu peux gérer pour arriver à mettre la personne dans le bon état d'esprit pour faire ce qu'elle a besoin de faire. Ouais. Maintenant, en suivi, est-ce qu'en outil, tu me demandais aussi par rapport aux méthodes que j'utilisais pour les suivre et pour les faire travailler? Aussi, ouais, c'est une question assez générale. Par exemple, moi, je vais donner un exemple sur certains athlètes que j'ai où ils doivent prendre en masse musculaire parce que c'est la demande du sport, etc. Mhm. Bah, si tu leur mets à chaque fois la séance, ils se souviennent plus ce qu'ils ont fait la dernière fois dans le principe voilà, de surcharge progressive, etc. Un fichier, un Google Sheet, tu vois, où ils ont tous accès et ils notent leur perf. Et comme ça, après, la semaine d'après, quand on arrive et qu'ils refont
les mêmes exercices, bah, je leur dis par rapport à ce que vous avez fait pendant la semaine dernière, vous devez, je sais pas, rajouter tel pourcentage de charge ou tu vois, je donne des indications par rapport à ce qu'ils ont fait la semaine dernière. Et Ouais. du coup, ils ont comme outil, là, j'utilise en gros un outil numérique, ils ont un fichier et ils remplissent dedans et du coup, ils ont je peux suivre ce qu'ils ont fait et en fonction de ce qu'ils ont fait, je peux adapter ou demander telle ou telle consigne quoi, sur les séances d'après. Mhm. Voilà, c'était plus ou moins cette question que je te posais. Est-ce que tu mettais en place des suivis ou est-ce que tu utilises des applications ou Non, comme moi, il y a plein de trucs qui se moi, font maintenant? l'application, c'était plus un fichier comme toi tu utilises, où je suis justement les perfs qu'ils ont et qu'ils font. Et maintenant, en fonction de la personne, t'en as où j'avais besoin de leur dire aujourd'hui on va faire ça et c'est ça le plan. Et t'en as d'autres, c'était plus bon, aujourd'hui on va faire le mieux qu'on peut sur cet exercice-là, tu vois, sans donner de pourcentage, ni rien, je donnais plus des contraintes, tu vois, un cadre. Et en fonction de ce cadre, ils font ce qu'ils peuvent. Et du coup, moi, en backup, même s'ils n'ont aucune notion de s'ils progressent ou pas, toi, tu le vois justement avec ton suivi. Euh, Juste parce que tu en as, tu dis la semaine prochaine, on va faire ça, ça leur met tellement de stress et de pression que c'est une catastrophe. Et j'aimerais bien avoir ton avis. Là, tu parlais de pourcentage, etc. Tu penses quoi du fait de, OK, bon, on a fait l'échauffement, etc. Et tu vas dire à un athlète, bon, OK, là, tu vas me faire 3 fois X répétitions à X pourcentage de ton 1RM, s'il connaît son 1RM, etc. Ouais. C'est quoi ton avis sur donner un nombre de séries, de reps et un pourcentage fixe et ils doivent faire, entre guillemets, la consigne à la lettre? Moi, j'ai mon petit avis là-dessus, j'aimerais bien avoir le tien. Bah, déjà, le pourcentage, ça dépend tellement. Parce que tu sais, on met un pourcentage, par exemple, tu dois faire, on sait rien, moi, 5 répétitions à 85%. Et je vais partir du principe que tu as plusieurs personnes comme toi dans un cadre où ta séance pour tes athlètes, c'est 4 x 4 à 80%, tu vois, ou 85%. Bah là, tu en as, ils vont avoir des fibres plutôt lentes et à 80%, ils peuvent faire 15 répétitions. Et tu en as, ils en font 3-4 alors qu'ils ont le même max. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc déjà, là, tu es dans le faux, pour moi, en mettant un pourcentage. Ensuite, tu imposes la personne à courir, à faire l'exercice à un certain pourcentage. Alors que, comme tu disais tout à l'heure, comme disait Rudy Koya, tu arrives, tu as rarement la personne qui est à 100% et tu as tellement de variabilité. Ce que tu as mangé, ce que tu as bien dormi, etc. Donc le pourcentage que tu as mis aujourd'hui, déjà, c'est compliqué. Et pareil pour le nombre de séries. Pourquoi, tu vois, allez, on fait un 5 x 5. Pourquoi tu mets un 5 x 5? Parce que tu en as, il pourrait faire 12 x 5 peut-être. C'est Kalditz, enfin c'est de lui que moi je l'ai vu, c'est le drop-off, tu vois, imagine tu travailles en vélocité par exemple. À, à quel point la barre, elle commence vraiment à ralentir. Et à partir de là, si la barre, elle a vraiment ralenti, moi je le fais par exemple beaucoup en sprint. Tu imagines, j'ai des athlètes et je leur fais faire du sprint en côte. Aujourd'hui, on fait 30 mètres sprint en côte 100%. Et donc on fait le premier, puis on regarde la distance, ils y arrivent, imagine, j'en sais rien, moi, en 5 secondes. OK? Bah, à partir du moment où ils arrivent aux 30 mètres en 6 secondes, fin de séance. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Maintenant, t'en as, ils vont le faire 2 fois et ce sera bon. Et t'en as, ils vont faire 8, 9, 10 séries. Et donc, aussi en mettant un chiffre comme ça, aujourd'hui, on va en faire 4. Déjà, là, t'es pas dans le spécifique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je pense que c'est applicable du coup quand tu es en suivi indi ou quand tu as un petit comité avec toi. Parce que euh, je reprends mon contexte à moi, mais quand tu as plusieurs groupes et que tu as 1h30 pour faire ta séance, bah, si pour un joueur il fait ses 2 séries, au bout de 2 séries, du coup, il passe sur l'exo suivant. Si l'autre il doit en faire 12, bah, tu vois, il y a un décalage en termes de timing. Tu vois? Donc, Ouais. je suis 100% d'accord avec toi que tel athlète peut faire tant de reps, tant de séries, etc. Et forcément, oui, c'est spécifique. Et c'est ce qu'il y a
de mieux à faire du coup pour son développement. Mais du coup, c'est pas toujours applicable en fonction du C'est contexte. quoi, du coup, tu te dis, bon, on va en faire que deux parce que, bon, bah, pour la rotation, et puis ça avantage ce joueur, ou tu vas en faire 12. Donc, il y en a un forcément qui va être empathie, ou sinon, enfin, qui va en pâtir, ou sinon, tu dis, bon, on vise à peu près au milieu, et puis j'espère que tout le monde va être au mieux. Bah, moi, on va dire, je prends quelque chose d'assez classique. J'ai mon objectif de séance, j'ai mes sous-objectifs, j'ai ce que j'ai besoin de travailler, j'ai mes exercices. Et par exemple, pour de l'hypertrophie, je vais faire quelque chose de classique. Il va y avoir 3 4 séries. Tu vois, ils ont suffisamment de volume pour un exercice et ils le font. Et voilà, après, pour les exercices de puissance, etc., où là, du coup, peut-être que certains peuvent faire plus ou moins de reps, bah, je mets quelque chose d'assez moyen. Je me base entre guillemets, sur ce qui est prouvé scientifiquement, ce qui est avéré comme quoi ça fonctionne, et je le mets en place. Donc, ça Mais du coup, fonctionne 70% des gens, tu vois. ouais, mais je peux pas faire mieux. Non, mais tu vois, regarde, je sais pas si tu connais Chris Corfis, c'est un entraîneur, je ne sais plus si c'est au lycée ou au collège aux États-Unis. Il est vraiment spécifique du sprint. Et dans un podcast récemment, il racontait qu'il avait donc plusieurs étudiants et ils les entraînent pour ça. Et il y en avait un, il progressait pas des masses. Et, euh, il a remarqué que la meilleure progression qu'il avait, c'était en s'entraînant en sprint une fois tous les 10 jours. T'imagines? C'est-à-dire qu'il en avait, il s'entraînait en sprint classique 3, 4, 5 fois par semaine, j'en sais rien. Et lui, plus il réduisait le volume, plus il progressait. Donc, et t'imagines, il y avait plusieurs personnes et il était capable de dire non, non, toi, bah, tu t'entraînes une fois tous les 10 jours. Donc, je pense que c'est possible de spécifier. T'as, pareil, tu prends Kalditz, il raconte qu'il a 30, 30 joueurs, ou entre 20 et 30 joueurs en hockey, et ils ont tous leur programme. Tu perds en énergie, tu perds en peut-être c'est complexe à mettre en place, etc. Ça, je l'entends, hein, tu vois. Mais plus ça va, plus je m'écarte du 4x5, du 3x3, des trucs qui sont préétablis parce que j'ai l'impression que tu sais, c'est l'expression en anglais, tu jettes un paquet de spaghettis au mur pour voir ce qui colle. Hmm. Ouais, je vois. Mais du coup, ça demande du coup tout un travail en amont pour savoir, ok, tel joueur, il a besoin de faire ça, l'autre, il a besoin de faire ça. Faut vraiment bien les connaître, faut savoir ce qui marche pas. Imagine. Ah, mais c'est un peu Et bon. Et puis c'est dans un monde parfait, hein. Je sais qu'on fait comme on peut, avec le matos, l'espace qu'on a. Mais si tu me demandes juste mon avis, parce que c'était ça au tout départ, c'est quoi ton avis ouais, là-dessus? bien sûr. Bah, non, c'est pas assez spécifique. Maintenant, tu peux très bien faire partir sur dire, tu vois, par exemple, les Chinois en haltérophilie, ils font énormément ça, et c'est aujourd'hui, on fait un triplé à l'arraché. Et ils guident pas vraiment. Ils guident pas vraiment, aujourd'hui, ça va être temps. Et ils font leur triplé, et des fois, leur triplé, ce sera à leur max en triplé, des fois, ce sera 10, 15, 20, 50 kilos en dessous, j'en sais rien de ce qu'ils sont capables de faire, mais aujourd'hui, c'est ça. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'enlever les pourcentages, par exemple. Et tu dis aujourd'hui, on fait pas une RM, parce que quand on dit une rep maximale, ça équivaut, si tu veux, à un test. OK, aujourd'hui, c'est mon test, je fais un une RM. Mais si tu fais OK, aujourd'hui, on fait une barre lourde. Une barre lourde pour toi, et ça s'arrête là. Et t'en as, ils vont arriver, et ça va être en fait peut-être 90% de leur max. Et t'en as, ils vont peut-être faire mieux que leur max. Ils font, pouah, mais aujourd'hui, j'ai les watts, tu vois, ils font 95%. Pouah, je me sens trop bien. Ah, vas-y, continue. Une barre lourde, une barre où tu estimes et tu peux faire ça avec 3, 4, 5 reps. Et déjà, au niveau du pourcentage, tu as tout le monde qui reste finalement sur un vrai 1 RM, 2 RM, 3 RM, tu vois. Maintenant, sur le nombre de séries, ce que j'utilisais quand j'avais plusieurs personnes en même temps, c'était euh, tant qu'une personne peut continuer, tout le monde continue. Mais peut-être que ceux qui peuvent pas faire autant de volume, ils ont réduit leur charge. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, si on reprend Mhm. l'exemple de tout à l'heure, tu en as, au bout de 2 séries, ils ont tout envoyé, il n'y a plus rien. Tu en as, ils sont capables d'en faire 8, 9, 10 par rapport à leur génétique. Bon, bah, tout le monde va en faire 10, on suit ça. Maintenant, tous ceux qui ont vraiment plus dessus,
Imagine si tu te concentres sur la vitesse de la barre, par exemple. Tu es capable à l'œil, même si tu n'as pas toutes les données au niveau data de la vitesse de la barre, tu vois quand le squat il est hyper lent ou quand c'est hyper explosif, tu vois. Toi, tu es capable de dire, Et ah, non, non, là c'est trop lent, chut, tu descends de 15 kilos et tu continues. Et comment donc, tu fais pour, excuse-moi. si du coup, tu donnes pas de pourcentage, etc., tu donnes juste une consigne générale, et après, c'est aux athlètes de s'adapter et de faire ce qui est demandé. Je trouve que c'est hyper intéressant du coup, parce que du coup, ils jaugent par rapport à leur forme du jour, etc., comment ils se sentent, et ils font le job. Mais d'un point de vue après suivi par rapport aux, sé- aux séances qui vont se suivre les unes après les autres, comment tu fais pour, par exemple, juste un truc tout bête, la surcharge progressive, comment tu la mets en place si tu Là, ne moi, demandes pas comment? j'ai pas entendu. Là, qu'est-ce que tu mets en place? La surcharge progressive. Ok. Tu veux faire ta surcharge progressive parce que tu veux qu'il progresse en augmentant tel ou tel paramètre. Mm. Comment tu la mets en place si tu donnes une consigne générale, comme tu as montré, comme tu as énoncé l'exemple avec des Chinois en haltéro? Bah, en fait, elle se met en place d'elle-même si la personne elle progresse. Imagine, tu veux faire une surcharge progressive et tu fais en traditionnel, ok, on va faire une 5 RM. La semaine d'après, tu fais un 3 RM et tu décides de les tester sur une barre lourde, par exemple. Ok. Ils font 100 kilos. Le cycle d'après, tu leur dis, imagine, ok, on repart sur 5. 5, 3, 1. Si jamais ils ont progressé, la sensation qu'ils auront, par rapport à leur sensation ce jour-là, ils mettront plus lourd. Si tout le monde met moins lourd, ou si tu en as quelques-uns qui mettent moins lourd, ça va justement te donner une indication de voir où il y a quelque chose qui cloche. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire là-dessus. Ouais, Tu je n'es pas vois, mais t'es pas obligé d'avoir l'objectif d'un poids pour progresser. ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais par exemple, tu arrives sur ta séance, tu vas leur dire, OK, on fait un 5 RM, etc. Alors du coup, pour la force, je vois l'exemple pour la force, mais si on prend un exemple sur de l'hypertrophie. Ok? Par exemple, tu dis, bon, bah, aujourd'hui, t'as plusieurs séries, mais comment tu fais sur de l'hypertrophie? Je te pose la question, comment tu fais sur de l'hypertrophie en donnant des consignes générales pour avoir ta surcharge progressive? J'ai du mal à le percevoir là-dessus, tu vois. Comment? Mais tu peux faire exactement de la même manière. C'est-à-dire que si j'étais dans ce cas-là, ben, je mettrais une fourchette. Parce que tu sais que par exemple, si tu fais entre 8 et 12 répétitions, et que c'est difficile, hein, on est bien d'accord, bon, Mhm. peut-être hypertrophie. Tu peux aller plus, hein, on est d'accord, on s'en fout, mais Oui, oui. entre 8 et Ouais, 12. ouais. Je dis, OK, aujourd'hui, on fait entre 8 et 12 reps. C'est juste que c'est vachement plus large. Tu as la personne qui va faire 4 fois 8, 5 fois 8, c'est toi qui auras décidé. Et si tu dis, OK, bah, tu vas garder cette charge-là. Dès que tu arriveras à faire 4 fois 12, on augmentera le poids. Et la personne qui est à 4 fois 12 et tu sens que sa dernière série, elle pourrait monter encore, hop, tu augmentes le poids la saison d'après. Le poids la séance d'après, pardon. Et donc en donnant plus des cadres, en étant, si tu veux, moins strict sur les pourcentages, sur le nombre de reps, tu fais aujourd'hui, tu veux faire du 15 à 20 reps, par exemple, bah, tu mets cette fourchette-là. Si la personne elle arrive à faire 5 fois 20 répétitions, la séance d'après, elle augmente en charge. Si la personne elle est en 5 fois 10 alors que c'est de 15 à 20, c'est trop léger. Et tu vas voir que de séance en séance, de semaine en semaine, ça va progresser. Parce que soit ils savent, soit même sans le savoir, t'en as, ils vont dépasser leurs limites. Ça, c'est mon avis perso, mais tu as beaucoup plus de personnes qui arrivent à se dépasser. Non, ils se donnent moins de limites, si tu préfères, sans savoir. Sans savoir le poids ou le nombre de répétitions que tu dois faire. Tu as des barrières mentales qui existent, tu vois, ça peut être, Mhm. tu vois. Et c'est arrivé tellement souvent chez moi et chez les athlètes que j'ai entraînés de mettre leur charge. C'est moi qui décidais, eux, ils regardaient même pas. Et ils faisaient beaucoup mieux que ce qu'ils pensaient être capables de faire.
Donc là, je suis encore parti dans. Je pars dans tous les sens, tu vois. Ouais, mais je suis d'accord et c'est intéressant, mais c'est vrai qu'on le. Et même, je l'ai remarqué moi sur moi dans ma propre pratique où des fois je me dis, ouais, là tu fais, je sais pas, tu fais 8 répétitions. Et comme par hasard, des fois à 8 bah, je suis à l'échec. Alors que des fois, ouais, si je me serais pas dit, bon, moi j'en fais 8 Exactement. peut-être que j'en aurais fait 10. Tu vois, Exact. donc bah, en fait, je crois que finalement je le fais sur moi. Des fois, juste, je fais ma série, je compte même pas mes reps. Et dans un objectif d'hypertrophie, bon, bah, tu vas à l'échec. Et des fois, on me demande, ou même des fois, c'est mes athlètes, ils me demandent, bon, bah, je fais combien de reps? Et moi, je dis, t'inquiète, vas-y, fais ta série, c'est moi qui te dis quand tu t'arrêtes, quand la technique est pas bonne, ou voilà. Ouais. Non, mais Et tu vois là à quel point on peut se limiter juste en donnant trop de cadres. Mais on a ça, tu sais, en sport d'endurance aussi, où si je te dis viens, on court 10 bornes, et au bout de 6 km, tu es en mode fais chier. Maintenant, si je te dis viens, on court 50, au bout de 10 km, au bout de 6 km, il se passera rien dans ta tête. Hmm. Tu vois? Alors que l'effort à ce moment-là, il n'est pas vraiment différent et tout. Donc, ouais, donner des fourchettes et les voir, les laisser, comment dire? Ouais, il faut pas que je parte dans d'autres. Mais t'en penses quoi du coup du fait, si on reste sur l'exemple de l'hypertrophie, de donner une fourchette de reps, par exemple, tu dis, bon, moi, tu fais entre 8 et 12, mais tu vas donner un certain pourcentage. Alors, par exemple, aussi, tu vas pas donner un pourcentage fixe, mais entre tel et tel pourcentage, les athlètes, ils vont adapter leur charge, etc. Mhm. Et pour la séance d'après, tu leur dis quoi? Tu leur dis là, c'est les mêmes consignes? Ou alors tu leur dis, bon, bah, vous faites la même chose, mais vous devez réussir, par exemple, à faire, j'ai une bêtise, à faire plus de reps avec la même charge, ou alors tu dis rien, juste même consigne. Ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne, ça dépend de ce que je veux travailler. Je sais que naturellement, aujourd'hui, je préfère largement la surcharge progressive que Pavel Tsatsouline il donne. Je sais pas si tu vois qui c'est, Pavel Tsatsouline. Non, ça me dit rien. Lui, c'est un Russe qui a apporté le kettlebell aux États-Unis, en Europe. Si tu as des kettlebells aujourd'hui à Decathlon, c'est grâce à ce mec-là, tu vois. Ok. Et donc, il a toute la littérature et toutes ses connaissances et ses études viennent de Russie, d'Union soviétique. Et il raconte que euh, la méthode américaine, finalement, celle qu'on a, c'est surcharge progressive. Tu sais, tu fais ton squat, tu fais ton bench, tu fais ton mouvement, et la semaine d'après, hop, plus 1 kg, plus 1 kg, plus 1 kg, tu vois. Mm. Et lui, ce qu'il expliquait, c'est que généralement, il changeait pas. Tu fais par exemple ton développé couché à 100 kg, tu fais 10 répétitions, j'en sais rien. Et, euh, et quand ça devient facile, quand tu n'as plus de respect pour cette charge-là, là, tu augmentes. Mais tu augmentes vraiment de. Par contre, tu augmentes beaucoup, tu n'augmentes pas d'un kilo. Tu vois, c'est pour ça, par exemple, que les kettlebells, allez, c'est 16, 24, 32, etc. Tu vois, c'est les Européens qui ont apporté le 26, le 28. Mais généralement, c'était tu fais ton kettlebell swing à 24 kilos, tu passes à 32, tu n'arrives pas à le faire, c'est que t'as pas fait assez de 24. Et donc, en fait, tu Ouais, fais ok. 24 kilos tellement que tu n'as plus de respect pour la charge. Et là, tu passes tout de suite à 32 et ton corps, il se dit, merde, ok, là, je dois m'adapter. Donc, je préfère le faire comme ça, et même pour l'hypertrophie, où tu donnes une fourchette, et ça peut être une petite fourchette, hein, ça va être, ok, 8 à 10 répétitions, 8 à 12, 6 à 10, c'est toi qui décides. Et quand la personne, elle commence, on va dire, elle est à 4 fois 6 répétitions, tu fais, on ne change pas de poids tant que tu n'es pas à 4 fois 10. Tu vois? Ou ça peut être une sensation, ça peut être, imagine, tu fais de la force, ça peut être de la vitesse. Tu vois la personne qui grind un peu son mouvement, et puis elle ne change pas, c'est toujours le même poids, le nombre de séries, mais elle s'habitue à la charge, et puis d'un coup, ça va vite. Ok, bah là, boum, on augmente. Mais on augmente pour retrouver la sensation que tu avais au départ. Tu vois? Mm. Je préfère largement ce modèle-là. Mais ça, t'en as, c'est compliqué. C'est compliqué de rester, de ne pas avoir la sensation de progresser à chaque séance. En fait, on en revient à la même chose, ça dépend de la personne, de comment elle réagit, etc., quoi. Ouais. Mais avec ce modèle-là, déjà, c'est moins aléatoire, je trouve. Tu as des personnes qui vont. euh, Comment je peux te dire ça? T'en as qui ont besoin du temps de rester à la même charge, tu vois.
pour choper le mouvement, pour s'habituer, pour sentir la progression. Et t'en as, ils vont avoir tout de suite envie de battre cette charge-là. Tu mets un cadre. Et souvent, quand je mets par exemple de l'hypertrophie, de toute façon, je le sépare jamais de la respiration. Ça peut être par exemple, tu fais le maximum de répétitions à cette charge-là en hypertrophie, c'est le but. Donc en fait, tu mets un poids pour ça. Mais dès que tu n'as plus la respiration qui est en symbiose avec ton mouvement, c'est la fin. C'est-à-dire, genre, même si tu peux continuer, mais ta respiration, elle n'est pas en symbiose, comme tu as dit, Ouais, tu t'arrêtes, même si par exemple, tu peux me faire 5 reps en plus. ouais. Ça peut être un cadre que tu Et donnes, tu vois. Et c'est quoi l'objectif derrière? ben, en fait, tu vas avoir la respiration, elle va te permettre euh, de gérer le moment présent. Tu es capable avec la respiration, de décider de, comment je peux dire ça, tu vas être capable euh, ouais, j'ai pas mieux à dire, de gérer le moment présent. Tu es capable de t'exciter avec la respiration, tu es capable de te calmer, et tu te rends compte quand tu fais des exercices, par exemple d'hypertrophie, que l'excentrique et le concentrique est largement lié à la respiration que tu vas avoir. Et en fonction de l'apnée que tu vas faire, parce que au bout d'un moment, tu fais toujours un apnée, si tu fais l'apnée poumon vide ou poumon plein, ça va définir après d'autres choses au niveau de soit ton anxiété ou que tu as par rapport à l'exercice, etc. Et donc tu dis à la personne, OK, je vais faire, j'en sais rien moi, tu leur dis du développé couché halter, et tu fais, t'inspires à la phase excentrique par le nez, t'expires par la bouche à travers les lèvres, comme ça, en phase concentrique. Et tu n'as pas le droit de t'arrêter. Tu n'as pas le droit de t'arrêter pendant le mouvement, tu n'as pas le droit de t'arrêter aussi pendant la respiration. Tu vois? Si jamais, ça je l'utilise parce que ça te permet de voir quand la personne, elle est plus dans le mouvement. Elle est plus, l'intention, elle est partie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Là, et ça va s'augmenter parce que la difficulté va arriver. Tu dois garder ce rythme-là et garder ça. Et là, tu as tout de suite ton athlète qui est connecté à ce qu'il fait, qui est connecté à l'exercice en question. Et, et les gains derrière, tu vois, les bénéfices que tu as en termes de. Parce qu'on revient à ce qu'on disait au tout début de notre conversation, l'intention est clairement décidée. Et donc, tu mets ton paramètre, tu as ton nombre de répétitions, tu donnes ce cadre, cette contrainte. Euh, je préfère largement. Ça peut revenir, si tu veux, c'est plus facile aussi d'en parler, par exemple, en sport d'endurance, où au lieu de prévoir des allures, la majorité du temps, je prévois des plages au niveau du rythme cardiaque. Parce que s'il y a du vent, si il pleut, etc., bah, les allures, ça change tout. En vélo, c'est pareil. Imagine, tu fais ton circuit à vélo, il y a beaucoup de vent, alors que si tu prévois un rythme cardiaque ou un capteur de puissance, et tu restes dans cette contrainte-là, ça respecte vachement plus ce que tu as voulu faire au départ. Et pour les exercices plus, pas d'hypertrophie, mais d'explosivité, de vitesse, etc., où il faut que tu mettes vraiment une intention, qu'est-ce que tu vas conseiller aux sportifs d'être en apnée pendant qu'ils vont exploser ou expirer pendant qu'ils vont exploser? Est-ce que Non, tu as des intentions différentes? c'est pas une expiration soufflée, vois-le comme comme ils peuvent faire au karaté ou bah, au tennis. Ça doit te parler au tennis, je suppose, tu vois. Tu fais pas une Ouais. expiration quand tu tapes la balle, quand tu fais un smash, et t'es pas en train de faire une petite expiration douce, tu vois. Donc, la manière dont tu vas respirer va dépendre de l'intention que tu vas mettre et l'exercice. Donc, si tu fais de de l'hypertrophie, ça va être hypercyclique. Si tu fais quelque chose d'explosif, ça va être un cri, tu vois, ça vient presque de l'arrière de la gorge. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Hmm. Ah ouais. Et Ok. ça Ah, aide clairement parce que ça définit l'état nerveux dans lequel tu vas être quand tu fais l'exercice. c'est intéressant. Je crois que t'es la première personne qui me parle de, enfin, de respiration, mais vraiment dans ce sens-là. Pendant l'exercice, enfin, tout le monde connaît qu'il faut respirer, voilà, quand on court, quand on fait un mouvement, etc. Mais vraiment, cette symbiose, comme tu l'as dit au début, je trouve ça, c'est intéressant.
Mais Non, du coup, j'ai. par exemple, et excuse-moi de te couper là parce que ça me fait penser à ça. Tu as cette symbiose-là et cette symbiose-là, elle va être aussi liée à l'amplitude du mouvement. Tu vois, quand tu fais faire un mouvement à quelqu'un, ça peut être que ce soit en force, en hypertrophie, comment tu décides de l'amplitude que la personne va utiliser? Ça dépend de sa mobilité, ça dépend de sa souplesse, ça Ouais. dépend de, Maintenant, ça alors, dépend de c'est quoi la différence? plusieurs paramètres. C'est la mobilité du coup. Bah, la souplesse, ça va être une amplitude que tu vas aller chercher passivement, et la mobilité, tu vas venir la chercher activement, Ok, je suis d'accord. Du coup, en fait, de manière assez simple. quand tu fais un mouvement, on va dire en salle, bah, le passif, la souplesse, on s'en fout complet. T'es Oui, d'accord? c'est de la mobilité, oui. Ok. Donc, on prend la mobilité et comment tu vas voir si la personne, elle est dans sa mobilité ou pas? Tu vois au moment où ça, entre guillemets, où ça bloque, quoi. Ouais. Mais des fois, ça bloque pas et elle est plus dans la mobilité. Parce que la mobilité, c'est la, l'amplitude de mouvement que tu es capable d'avoir tant que tu arrives à mettre de la tension. Parce que tu es d'accord que quand on met plus de tension, on est dans la souplesse. Tu me suis là ou pas? Oui, ouais, ok. Ok. Tu fais un mouvement et t'inspires pendant la phase excentrique où tu vas étirer le muscle. Ok. Ouais. Là, tu verras, tu testeras. Le moment où tu arrêtes d'inspirer, c'est la fin de ton excentrique. C'est la fin de ton contrôle, c'est la fin de ta mobilité. Ça dépend à quelle vitesse, entre guillemets, tu inspires. Tu peux inspirer. Non, ça dépend pas de ça. Tu vas aller plus ou moins vite sur le mouvement, mais ça va s'arrêter quoi qu'il arrive. Et en fait, imagine, tu vois le pullover? Ouais, Ok, ça marche super bien sur ça. Tu es en pullover, donc tu pars d'en haut, tu inspires et tu descends. Au moment où je m'arrête d'inspirer, je peux continuer de descendre encore. Mais là, j'ai plus de mobilité. Là, j'ai plus la tension qui se crée dans le muscle. Tu le fais par exemple en soulevé de terre roumain, c'est aussi dingue à voir. C'est-à-dire que tu as la barre devant toi, et puis tu dis, OK, je vais étirer ma chaîne postérieure, tes ischios, etc. Et pendant la descente, tu inspires par le nez. Et si tu es vraiment connecté à ce que tu fais, au moment où tu t'arrêtes d'inspirer, ça va être la fin de ta mobilité au niveau de tes ischios. Et là, tu peux faire la remontée. Tu peux continuer, mais tu n'es plus en tension. ça veut dire que ton inspiration est directement corrélée avec ta vitesse pendant la phase excentrique. Si tu reprends ton exemple du pullover, ça veut dire que si tu inspires vite, tu vas très vite venir chercher derrière. Oui, mais Et ça va si tu s'arrêter à un inspires, moment. Si, ouais, si et tu restes, si, si tu restes dans ta mobilité, ça va s'arrêter. Enfin, ça va s'arrêter au même endroit qu'il arrive. ok. Mais écoute, je pense que tout à l'heure, je dois aller m'entraîner. Je pense que Voir que je ça, testerai. ça va être dépendant du poids. C'est-à-dire, je prends le pullover parce que c'est un exercice que j'aime bien faire quand tu veux assouplir de manière dynamique, tu vois, en mobilité, quelqu'un qui a au niveau de la cage thoracique et des dorsaux. Tu le fais en inspirant et tu le fais avec 5 kilos. Et tu arrives à avoir une belle amplitude, tu vois. Tu mets 10 kilos, tu as la même amplitude. Tu restes tout le temps connecté à ta respiration. J'inspire, je descends, je souffle, je remonte. OK. Et là, tu passes à 20 kilos et tu vas voir que l'amplitude a réduit de moitié. Parce que cette perte que tu as, à ce poids-là, ton corps, il n'est pas capable d'y aller. Tu l'as toujours la mobilité sans poids, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que tu es capable d'aller là si tu n'as pas de poids. Maintenant, si je te mets beaucoup de charge, ton corps, il va se dire non, on s'arrête parce que j'ai pas assez de contrôle et si je continue d'aller derrière, il y a tout qui va péter. Ouais, ouais, ouais. Alors, si tu suis pas la respiration, tu vas un peu au hasard. Si tu suis la respiration, ça va se guider tout seul. L'amplitude du mouvement. Et si tu fais un squat à quelqu'un, tu te dis, bon, à quel moment je le fais descendre? Eh ben, il inspire et il est bien placé. Il souffle quand il sent qu'il est à la fin de l'inspiration et il expire pour remonter. Tu es dans le vrai. En fait, tu peux continuer de descendre, mais là, tu vas déplacer les zones de tension. Tu vois? Ouais. Et si je rajoute un petit peu de nuance, tu me diras si tu es d'accord. Je reprends l'exemple du squat. Par exemple, tu veux travailler un exercice de puissance et on sait que des fois, tu vas demander
un demi-squat ou telle amplitude parce que c'est ton objectif, c'est ton travail. Du coup, ça va être un peu différent. Par exemple, tu peux descendre, tu as la mobilité pour descendre cuisse parallèle au sol, Mm. mais tu vas lui demander d'être à 90 degrés au niveau des genoux parce que ton objectif, c'est de faire un demi-squat. Comment ça se passe dans ce cas-là pour la respiration? Parce que du coup, c'est-à-dire tu peux descendre plus, mais tu t'arrêtes avant parce que c'est l'objectif, on va dire, de l'exercice. Ouais, non, tu t'arrêtes avant. Tu gardes toujours la synchronicité entre ton inspiration et ton expiration, d'accord? Ou ton apnée, parce que quand ça va être des charges très très lourdes, tu vas être en apnée une bonne partie du temps, tu vois? Si tu regardes, il va y avoir, si tu veux, une différence de respiration entre les charges que tu vas utiliser. Donc, si tu veux assouplir, par exemple, une zone et que tu fais du soulevé de terre aux mains, comme on disait tout à l'heure, tu vas inspirer longtemps, aller chercher l'amplitude à fond. Si tu es sur une barre très très lourde, ça n'existe pas, quelqu'un qui va respirer doux, tu vois, une longue inspiration, une longue expiration quand tu es sur un max. Donc, si tu décides de faire un demi-squat, ça ne change rien. Il va faire le mouvement en respectant sa respiration, même si tu peux aller plus loin, ça ne veut pas dire que tu es obligé d'aller loin à chaque fois. Par contre, tu vas garder ça, c'est-à-dire tu vas garder l'inspiration pour l'excentrique et tu vas expirer sur le concentrique. Il y a toujours euh, des moments et des façons où tu sors de ces règles-là. On est d'accord. Ouais, ouais, ok. Ouais, c'est intéressant. Je pense que je te laisserai tout à l'heure parce que, alors si, enfin, je vais pas dire que je respire pas pendant mes mouvements, mais il y a des fois, enfin, je m'y attarde pas forcément, tu vois. Ouais. Mais est-ce qu'il y a pas une limite sur un travail d'hypertrophie où tu veux vraiment pousser ta série dans le dur et aller vraiment sur l'échec, etc. Bah, du coup, comment tu fais si tu t'arrêtes avant à cause de la respiration? Ça veut dire que imagine, je peux faire 3 reps en plus, mais du coup, ma respiration elle n'est plus là. Mais les 3 reps en plus, ça me fait quand même aller à l'échec. Et on sait que sur l'hypertrophie, la proximité à l'échec, elle est quand même importante. C'est pas la respiration qui t'arrête. Ok. D'accord? Ta respiration va changer. C'est-à-dire que ta respiration, elle va être liée aussi à ton système nerveux. Et tu sais, quand tu grognes, tu vois, quand tu es à la fin et tu fais ah, Hmm. c'est de la respiration. Tu commences pas tes deux premières reps à faire ah, direct, tu vois. Donc en fait, c'est un continuum qui est vraiment lié à l'intensité de ton exercice. Donc je fais là et ça va augmenter comme ça. Et là, tu vas avoir, comment dire, l'intention de ta séance émotionnelle va être complètement liée à ce que tu vas lui faire faire, au niveau, ce que tu vas faire toi au niveau physique. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, tu vois. Si, si. C'est vachement complexe enfin complexe. C'est facile à démontrer, mais à expliquer comme ça en vidéo, c'est vraiment pas facile. Ouais, ouais. Mais si, je vois. Mais Ouais. c'est jamais coupé de ça. Aucun mouvement est coupé de la respiration. Si tu fais du stretching, tu vas respirer d'une certaine manière. Si tu fais de l'hypertrophie, si tu fais ensuite de l'explosivité, si tu fais de la force, si tu fais de l'endurance, tu vois. Je sais pas si en endurance, par exemple, tu imagines que ta respiration, c'est comme les leviers une boîte de vitesse de voiture. Et donc, en fait, ta respiration va changer en fonction de ton intensité. Maintenant, si tu es dans les sports qui sont, par exemple, le hand, le rugby, le MMA, tu as quelqu'un qui, au bout de 20 minutes, respire que par la bouche, et tu sais qu'il est dans le rouge. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et si Mhm. quelqu'un qui respire au bout de 20 minutes que par le nez, hyper calme, tu sais qu'il est bien. Si tu es en combat avec quelqu'un et au bout de 5 minutes, la personne est comme ça et toi, tu es genre cool, tu es en confiance à ce moment-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mhm. Donc, si ça s'applique pour l'endurance, on va dire ces sports, on va dire, enfin, si ça s'applique pour ça s'applique aussi pour les sports de force. Et tu le vois en tennis, la manière de respirer, elle est vraiment particulière. Ouais. Il y a même au tennis, tu peux même respirer d'une certaine manière pour te relâcher quand tu frappes. Parce que tu sais, Exactement. si ça ne fonctionne pas, il faut être relâché aussi pour jouer, on va dire, correctement.
Et du coup, tu vas respirer dire tranquillement pour être relâché. C'est ça. Et donc, tu peux aussi expirer de manière allongée pour augmenter la contraction musculaire. Imagine si tu fais ton hypertrophie comme tu disais. Tu fais l'exercice, tu feras tout à l'heure peut-être, tu te mets debout et tu contractes tes fessiers le plus fort possible. Et ensuite, tu contractes tes fessiers le plus fort possible et en même temps, tu rajoutes. Et tu vas voir que la contraction sera beaucoup plus forte. Ok. Et donc, si en tennis, tu es capable de te dire, OK, je respire d'une certaine manière pour me relâcher, et ben, c'est que c'est applicable dans d'autres facettes, tu vois. Et moi, ça, c'est ce que j'adore, ce qui me passionne, c'est que tu prends quelque chose qui est valable dans un sport et ensuite, tu peux le retrouver dans autre chose. Ouais. Et il faut se séparer un petit peu de la culture, tu vois, de l'activité. Oui, il faut éviter de mettre bon, il y a tel outil dans tel qui coche telle case, alors qu'il pourrait en cocher d'autres dans des contextes ou dans des activités différentes. C'est ça. Et puis, ça peut paraître bizarre au départ, tu vois. Donc ça, c'est un autre avantage d'être dans le privé, c'est quand les personnes viennent te voir, tu as carte blanche pour faire des trucs des fois, on va dire, un peu bizarres, alors que quand t'es nouveau, tu arrives et que tu as un groupe, c'est beaucoup plus compliqué d'imposer quelque chose de cette, aussi facilement, on va dire. Tu aurais un autre exemple que la respiration. Tu as déjà pu C'est-à-dire, tu as un autre exemple ou quoi? je sais pas, un exemple de quelque chose que tu aurais pu vivre avec un sportif dans tel sport et tu te dis, ah, tiens, ça c'est réapplicable dans un autre contexte. Comme ce qu'on vient de dire, mais avec un autre exemple. Qui se transforme en méthode, tu veux dire? Ouais, bah, j'ai envie de te dire un peu comme la respiration, là où on parlait relâchement au tennis ou contraction en muscu, etc. Euh, Est-ce que j'en ai des... Peut-être que ça vient pas Oh, ça me d'un vient coup comme ça. plein, parce que finalement, tu sais, comment dire, non, je vois pas. Par exemple, je sais qu'au niveau de la relaxation, toi, tu disais musculaire, etc. Pendant 1 an et demi, j'ai fait du système. C'est un art martial russe. On va dire du self-défense. Tu vois, c'est comme, on va dire, comme du Krav Maga, mais côté russe. Et c'est vraiment le self-défense en lui-même. Elle était pour toute l'approche qu'ils avaient au niveau du corps, de la relaxation et tout ça. Au niveau de la respiration, le fait d'enlever toutes les tensions. Et les choses que j'ai pu apprendre dans cette discipline, ouais, il y a plein de trucs dont je me suis servi après auprès de mes clients, tu vois. Et c'est des choses que tu ne retrouves pas soit dans la littérature, enfin, pas dans la littérature classique. Donc, il y a de ça. Quand tu vois un peu en apnée, pour tout ce qui est respiration, et ils ont tellement d'avance. Le but d'un apnéiste, c'est de consommer le minimum d'énergie statiquement, tu vois, pour durer le plus longtemps possible. Donc, au niveau relaxation, il n'y a pas mieux, quoi. Ok, c'est intéressant. Tu préconises, toi, certains de tes athlètes, en plus du travail physique, à faire chez eux ou même pendant les séances, du travail juste de respiration, style cohérence cardiaque, etc. Oui. C'est dans quel objectif de réduire l'anxiété ou réapprendre à respirer correctement? C'est quoi les objectifs derrière? Les objectifs derrière, ça va être dépendant de ce qu'a besoin la personne, tu vois. La cohérence cardiaque, je vais l'utiliser pour essayer d'amener la personne à être plus consciente de ça dans son quotidien, tu vois. Parce que si jamais tu te penches un peu là-dessus et que tu fais attention à ta manière de vivre, tu vas te rendre compte qu'il y a plein de petits trucs bêtes où on reprend sa respiration et on est en apnée. Et c'est pas nécessaire. Par exemple, ça peut être quand tu vises avec ta clé dans la serrure pour ouvrir ta porte, tu le fais en apnée. Quand tu vas pour boire, tu es en apnée. Il y a des tas de trucs comme ça. Et donc, essayer de remettre la respiration au centre de tout, au niveau de ta manière de vivre. Ensuite, leur demander de respirer par le nez. Ça, c'est ce que je leur demande au niveau quotidien, mais c'est hyper difficile à faire. Du coup, pendant les séances, en fait, je vais guider la majorité de mon coaching va être guidé via ça.
Ok. Ouais, c'est Si, un peu c'est une ligne directrice que tu gardes avec les sportifs, en fait. Une ligne rouge continue. ouais, en fait, avec tout être humain. Et tu te rends compte, quand tu mets un petit peu le doigt là-dedans, qu'on ne sait plus respirer. Bon, en tout cas, on est un petit peu déconnecté de ça. Rien que respirer par le nez, parce que si tu fais si tu fais de l'endurance fondamentale, tu sais de l'aérobie pure, tu vas voir qu'il y a une corrélation entre le lactate que tu crées, ton rythme cardiaque et la manière dont tu respires. Je ne sais pas si tu as déjà expérimenté ça, mais est-ce t'en as, ils vont être par exemple hyper doués dans tous les sports d'endurance. Ils viennent me voir et je fais OK, j'aimerais que tu cours à, à ton rythme en aérobie, tu vois, en dessous de ton seuil, mais tu as le droit de respirer que par le nez. Et là, ils sont obligés de marcher. C'est un athlète de très haut niveau en triathlon et il est obligé de marcher si je lui demande de respirer que par le nez. Et donc, je rééduque au passage ça, et tu le fais au travers des sessions, et à force de respirer, et puis tu demandes enfin, tu donnes des clés euh, pour bosser là-dessus. Ça, c'est une ligne conductrice. C'est pas comment je peux dire ça? Euh, je suis pas un coach en respiration, mais c'est un outil que j'utilise tout le temps. Mais en quoi c'est... Là, tu prends l'exemple du triathlète, je crois, de haut niveau. En quoi c'est important qu'il sache respirer par le nez plutôt que par la bouche? Et c'est quoi les impacts derrière tout ça? Si tu veux, déjà, ça te donne une idée que ça te donne comme info que la respiration elle est beaucoup plus efficace. Ton transfert en oxygène, il se fait vachement mieux. Et surtout, tu es dans l'état, ton système nerveux et ton état émotionnel, il est aligné avec l'activité que tu fais. La respiration par la bouche, tu vas l'avoir qu'en moment de stress ou d'intensité hyper élevée. Tu as besoin de beaucoup plus d'oxygène à un moment donné, le nez pour pas gérer ça, et donc tu respires par la bouche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc maintenant, si tu n'es pas dans un moment de stress hyper intense et que tu respires par la bouche, bah, ça foire. Au niveau psychologique et mental, ça donne aussi un énorme avantage parce que tu arrives à monter assez haut en rythme cardiaque en respirant par le nez. C'est comme si tu avais du nos. Je sais pas si tu sais, dans Fast and Furious, je sais pas si tu vois. C'est-à-dire que Mm. tu sais que tu as encore de la réserve. Parce que tu sais que tu peux dépasser encore un petit peu plus ça. Maintenant, tu as un autre truc qui va être hyper important, ça va être récupérer. Avec mes athlètes, c'est-à-dire que je leur ai fait faire 1 minute d'assaut bike, maximum de calories possible. Tu vois? Et donc, je les mets, pas de consigne. 1 minute, tu fais à fond les ballons. Et donc, ils font. Et j'avais, imagine, on va dire, ils font 30 calories en 1 minute. 2 semaines après, on n'a pas entraîné ça spécifiquement, etc. Je fais OK, on recommence. Mais cette fois-ci, on va se strapper la bouche. Donc, impossible de respirer par la bouche. Tu vois, tu étais obligé d'être par le nez. Mm. Ce que ça a amené ça, c'est que tu avais une légère perte au niveau du nombre de calories qu'ils étaient capables de faire. Donc en performance, tu vois, c'est un petit peu moins bon. Mais au lieu de faire 30, ils faisaient 29. Par contre, 2 minutes après, ils pouvaient recommencer. Alors, ils étaient quand même à leur max. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le stress que ça a Mm. procuré était clairement moins élevé que celui où ils ont fait ça en respirant que par la bouche. Donc là, euh, si ça pousse plus loin ça, la manière dont tu vas récupérer de ta séance va être. Attends, il faut que comment je te dis ça? Le temps que tu vas mettre à récupérer de ta séance va dépendre finalement de l'intensité que tu vas mettre là-dedans. Et j'ai remarqué que si l'intensité de ta séance est bien synchronisée avec la respiration, tu galères moins à récupérer. Ça met moins de temps. Et ça, c'est de la broscience, hein. J'ai rien lu sur papier. Je peux pas te dire. C'est juste Mm. une expérience sur moi déjà et sur les athlètes que j'entraîne. Ok, c'est intéressant. J'ai deux questions pour toi pour conclure un peu notre conversation. La première, c'est pour toi, qu'est-ce qu'un bon coach? Est-ce qu'un bon coach?
pas oublier que le coach, il est là pour l'athlète, et pas pour lui. C'est pas pour mettre en place sa méthode, montrer son système, montrer que c'est le meilleur des coachs. Il est là pour aider, guider, à répondre à une problématique, guider à une amélioration, tu vois, un objectif. Celui qui va vraiment se donner corps et âme à ce que son athlète puisse progresser et aller dans la bonne direction. Et des fois, ça peut vouloir dire que tu n'es plus l'homme de la situation. Ça m'est déjà arrivé. Là, je pense que tu devrais aller voir un autre coach parce que tu progresserais plus. L'humilité de continuer d'apprendre, l'humilité d'aller chercher à droite, à gauche pour voir ce qui se fait et tester. Tester sur soi. Déjà, pour moi, si tu as ça déjà, la passion, tu es obligé d'avoir de la passion, tu es obligé d'être curieux, sinon ça va vite s'arrêter. Les meilleurs coachs du monde, ils sont tellement, tellement en avance sur leur recherche, tu vois. Plus tu avances, plus tu te rends compte que tu connais rien, plus tu avances, plus c'est flou, plus il y a tout qui sent, c'est le bordel, tu vois. Et un bon coach garde la passion. Ok. Genre, il y a des parties qui sont coupées, je ne sais pas si c'est ton micro ou quoi, il y avait un bruit d'arrière-plan. Ah, je suis désolé. Ouais, ça devait être une feuille qui bougeait, excuse-moi. Ok, pas de souci. Et ma deuxième question, c'est est-ce que tu aurais une anecdote à partager que tu as pu vivre avec, soit sur toi, soit avec un sportif, soit avec une autre personne? Une anecdote où quelque chose de positif qui en est sorti après. Quelque chose d'enrichissant. T'as pas un truc un peu plus spécifique? Non, non, c'est une question assez large. Je, c'est vraiment un partage, partager une anecdote tout simplement. Oui, c'est une question assez large. Euh, c'est pas c'est pas une anecdote, mais c'est quelque chose auquel euh, j'ai pu expérimenter au fur et à mesure de ces derniers mois ou années. C'est c'est à quel point le muscle euh, stocke les émotions. Et tu vas avoir des personnes, je te dis ça parce que tu as des personnes qui viennent et qui ont certaines douleurs au niveau musculaire et tu n'arrives pas à voir la cause. Et tu as des patterns de. Ah, putain, je pars dans tous les sens. Et tu as des patterns qui se créent. Non, laisse tomber. Laisse tomber. Enfin, je vais partir dans tous les sens. Tu pourras couper ça au montage. Ok. Ça avait bien commencé. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va raconter avec le muscle qui stocke les émotions, mais Si tu veux, imagine que ça va paraître un peu ésotérique et tout, tu vois. Mais des émotions, chaque muscle va stocker une émotion, et une émotion particulière. Et quand tu développes ce muscle-là, ou quand tu le relâches, ça va permettre de libérer cette émotion. Et là, ça peut paraître dingue ce que je vais dire. Et je sais, mais moi, rien qu'à écouter, je fais, mais qu'est-ce que tu racontes, tu vois? Mais oui, je me dis la même chose. ouais, mais je sais, là, je suis en train de m'écouter, je me dis, mais merde. Mais en, en allant chercher à stimuler certains muscles, tu as beaucoup plus que seulement le développement musculaire. Je sais pas si je peux aller plus loin encore que ça, tu vois. Anecdote, il y a des choses assez surprenantes que tu peux avoir en allant chercher vers là. Ok. Je sais même pas si c'est ça la réponse à la question que tu voulais. Euh, J'attendais pas une réponse en particulier, tu vois. C'est une question assez large qui fait très souvent réfléchir quand je la pose. Ok. Mais écoute, sinon, je pense question un peu plus précise pour, on va dire, pour conclure un peu le podcast.
pour les auditeurs qui nous écoutent, qui soient entraîneurs, éducateurs, préparateurs physiques, etc., si tu avais un ou plusieurs conseils à donner qui te semblent importants, si tu voulais leur transmettre un message, qu'est-ce que ça serait? Ce serait de continuer de chercher. Continuer de chercher parce que on est loin de tout connaître, on est loin de tout savoir. Et, et il faut pas s'arrêter. Il faut pas se contenter de ce qui a déjà été écrit. Il faut pas s'arrêter de chercher. Je suis d'accord. Faut continuer de s'ouvrir et comme tu l'as dit, je te rejoins là-dessus. Il y a tellement de choses à apprendre, à connaître, etc., que des fois, tu penses savoir des choses, tu te dis, ah tiens, je commence à être, on va dire, calé dans tel domaine, et après tu dis, ah, il y a ça qui se fait. En fait, bah merde, j'ai l'impression de rien connaître. C'est exactement ça. Et ça s'arrête pas. C'est horrible. C'est même presque de pire en pire, tu vois. Mais du coup, pas avoir peur de. Par exemple, là, la dernière question, tu vois, je t'ai parlé de l'émotion dans les muscles et tu te dis, merde. Et bien là, typiquement, test. Comme tu as voulu le faire pour la respiration. Parce que tu pourrais dire, la respiration, elle est liée, par exemple, à ta mobilité. Bah, test. Et si t'en tires rien, t'en tires rien. Mais des fois, tu peux avoir de sacrées surprises. Mhm. Et même, ça peut, un jour ou l'autre, tu vois, ça peut débloquer quelque chose chez un sportif, quand on en parlait en début de podcast, où tu as tellement de paramètres qui peuvent influencer, enfin, qui peuvent améliorer la problématique, enfin, qui peuvent résoudre la problématique de l'athlète. Bah, peut-être que juste ce truc-là, un jour, dans tel contexte, avec tel sportif, ça peut faire tilt et débloquer quelque chose, en fait. C'est ça. Après, un outil et que tu sauras t'en servir à ce moment-là parce que tu en auras besoin. Exactement. On arrive sur la fin du podcast. Je te laisse le mot de la fin si tu veux rajouter quelque chose. Non, merci à toi. Merci à toi de m'avoir contacté et de m'avoir proposé ce podcast. Désolé si je suis parti dans tous les sens. Euh, Non, non, c'est là, ça. Ça part, c'est pas clair tout le temps, mais voilà. Et si jamais il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez chercher dans cette direction. Et merci. Bah, écoute, avec plaisir. Ça m'a fait plaisir de te recevoir. On a parlé de plusieurs choses. C'était intéressant, c'était clair, hein. C'est pas parti dans tous les sens. Je pense c'était compréhensible et surtout très intéressant, très enrichissant. Donc, merci à toi d'être intervenu sur le podcast. Merci, merci, Yann. Je mettrai tes liens, ton Instagram, etc., dans la description si certaines personnes veulent te contacter. Et sur ce, pour les auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Salut! Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.